Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plusieurs années. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une personne qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes et sans tabou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Letourneau, qui est candidate au doctorat en psychologie clinique et qui réalise présentement un essai doctoral sur le sujet justement du trauma. Et on reçoit aussi Steve Rondelli, qui est psychologue dans la région de Montréal. Puis on va parler d'un sujet qui est très peu abordé en orthophonie, puis en tout cas qui devrait l'être davantage selon Jen et moi, le trauma chez les personnes qui bégayent. Souvent, on pense que le bégaiement découle du trauma, mais en fait, c'est plutôt le contraire. Cet épisode-ci ne vise pas à tout couvrir sur le sujet, mais c'est plutôt une entrée en matière sur le trauma et le bégaiement. Je suis un podcast créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Allô Judith! Hey, salut Jen, comment tu vas? Je vais reposer. Oui, je reviens de 1 mois au Portugal, où j'ai travaillé à distance, mais je me suis aussi reposée beaucoup. Et le rythme, j'ai ramené dans mes valises le rythme portugais, sans vouloir tomber dans les stéréotypes sur le Portugal. Ouais. J'ai trouvé que le rythme collectif là-bas était... Comme si quand je suis au Québec, je suis comme « Vite, faut faire les choses rapidement puis être efficace ». Puis quand j'étais là, j'étais comme plus reposée, plus dans le moment présent, puis ça m'a vraiment fait du bien. Par contre, j'étais pas là pour l'entrevue avec Steve, qui est le cœur de notre épisode aujourd'hui. Oui, on a reçu... j'ai fait l'entrevue avec Steve Rondelli, qui est psychologue, et on voulait parler avec lui de traumatisme. C'est un sujet que ça faisait longtemps, hein, Jen, qu'on voulait parler à Je suis un podcast. Il y a très peu d'écrits, très peu de données de manière générale sur le traumatisme chez les personnes qui bégayent, en lien avec le bégaiement. Petite précision, depuis l'enregistrement initial, il y a eu 2 nouvelles études qui sont parues en 2026 sur le trauma et le bégaiement, puis on va en reparler pendant l'épisode. Donc, c'est pour ça qu'on avait cet épisode-là en tête depuis longtemps. Mm-hmm. Une des personnes dans notre domaine qui écrit et qui parle du trauma en bégaiement, c'est une orthophoniste américaine qui s'appelle Chaya Goldstein. On va mettre certaines de ses sources dans les références. Parce que c'est une mine d'or. C'est elle, en fait, je pense, qui nous a fait découvrir ce sujet et l'importance de parler de ça. Moi, en tout cas, comme personne qui bégait, ça m'a permis de me comprendre beaucoup mieux. Avant d'aller à l'entrevue avec Steve, on veut aussi dire qu'on est consciente qu'il y a un préjugé par rapport au bégaiement et au traumatisme. Tu sais, cette idée que le bégaiement est dû à un traumatisme. Par contre, on veut rappeler... cette bonne vieille affaire qui revient, on dirait qu'il s'en va pas. Ouais, malheureusement, moi, c'est encore ancré dans l'imaginaire collectif, on dirait, là. Oui, c'est ça, puis toi aussi, ça t'est arrivé de te faire demander. Ça m'est arrivé de me faire demander par une personne qui, je suis consciente, avait moins de filtres que la moyenne des gens. Peut-être même m'a demandé quel trauma j'avais eu, sous-entendant « Pourquoi tu bégayais », tu sais. Bref. Ah, c'est ça. Et puis toi, c'est quoi le trauma? Oh my God! Ouais. Donc, on veut rappeler que le bégaiement n'est pas dû à un traumatisme, que le bégaiement a des origines complexes, notamment génétiques et neurologiques. Par neurologique, on veut dire qu'il y a des différences dans le cerveau. Quel beau bégaiement. Dans le cerveau. Puis, mon Dieu, c'est comme si mon bégaiement m'a distrait de ce que j'étais en train de dire.
Bref, que le bégaiement n'est pas dû à un traumatisme et la notion de traumatisme est beaucoup plus complexe que cette image collective et populaire qu'on a, tu sais, d'un événement qui est ponctuel, que tout de suite après, il y a des conséquences extrêmement graves, tu sais. Oui, ça, c'est une forme de traumatisme, mais il y a le trauma complexe ou je sais pas comment Steve l'a nommé dans l'entrevue, mais le trauma, ce n'est pas que ça. Bref. Oui, puis justement, pour mieux le définir, pour mieux comprendre et introduire le sujet, on a fait appel à Marie-Ève Letourneau, qui est candidate au doctorat en psychologie clinique, et elle fait présentement un essai doctoral sur le sujet du trauma. Alors, on est super contente là, qu'elle puisse venir nous aider à introduire ce sujet-là du trauma. Alors, on l'écoute. On peut distinguer 2 types de trauma. On a d'abord le trauma aigu, qui va être causé par un événement spécifique, ponctuel. Donc, on parle par exemple d'un accident de voiture, d'une catastrophe naturelle, d'une agression. Donc, quelque chose qui va créer un point de rupture dans la vie de la personne à cause de l'intensité puis de la détresse vécue. Et le trauma complexe, qui lui va davantage être prolongé, répété dans le temps. Donc, on parle plus de circonstances traumatiques, souvent induites par un être humain, alors que le trauma aigu, ben, ça peut être une catastrophe naturelle, mais le trauma complexe, c'est souvent une composante relationnelle. Par exemple, à l'enfance, avoir vécu de la négligence ou de l'abus, avoir été longtemps là, dans une relation de violence conjugale ou, mettons, avoir vécu l'intimidation à l'adolescence. Donc, c'est des éléments là, qui pourraient générer un trauma qui est dit plus complexe. Puis, c'est plus complexe parce que, en plus d'avoir les mêmes symptômes que le trauma aigu, tout ce qui est les souvenirs liés aux souvenirs traumatiques, des images intrusives, des cauchemars, des flashbacks, comme on appelle, le fait d'éviter des événements ou des pensées qui rappellent le trauma. Bon, ça, c'est propre aux deux. Mais dans le cas du trauma complexe, il va s'ajouter aussi toute la composante dans la relation. Parce que le trauma complexe étant induit par un autre être humain qui nous a fait du mal, mais ça peut avoir beaucoup d'impact sur notre vision de nous-mêmes, des autres et du monde. Donc, ça peut avoir des impacts dans nos relations subséquentes, dans notre capacité à faire confiance aux gens, notre capacité à voir que le monde est bienveillant, sécuritaire. Donc, ça peut vraiment changer notre loupe de compréhension, notre vision du monde dans lequel on vit. Donc, ça peut avoir vraiment des impacts plus grand que dans le cas du trauma aigu. En fait, plus complexe. Pas nécessairement plus grand, mais plus complexe. Il y a aussi des distinctions dans l'état post-traumatique parce que, par exemple, une personne qui va vivre un trauma va pas nécessairement développer un choc post-traumatique, un état post-traumatique. Il y a des facteurs qui vont faire que ça va avoir des impacts à long terme ou pas. Par exemple, est-ce que la personne a parlé de son trauma? Est-ce qu'elle a eu des gens de confiance à qui elle pouvait se confier après l'événement dans les circonstances qu'elle vivait? Est-ce qu'elle a un bon réseau de soutien? Est-ce qu'elle est capable de retrouver du sens dans ses activités après coup? Est-ce qu'elle est capable de reconstruire un sens à sa vie, trouver des objectifs qui font sens pour elle, qui la motivent, qui la stimulent? Donc, il y a toutes sortes de capacités d'adaptation qui vont faire qu'une personne va vivre des séquelles à plus long terme d'un événement traumatique et qu'une autre va s'en remettre plus rapidement. Comme tu disais, Judith, on se trouve vraiment chanceuse que Marie-Ève ait accepté notre invitation à faire cette courte capsule pour faire une entrée en matière sur le trauma parce qu'on sait que ce sujet-là, c'est complexe pour pas faire de mauvais jeu de mots. Puis on veut vraiment que pour
pour nos auditeuristes, pour vous, que l'écoute soit le plus confortable possible. Avant d'aller à l'entrevue avec Steve, on va asseoir certains points sur le trauma parce que en lien avec le bégaiement, c'est un sujet qui est émergent dans la littérature. Donc, on veut vraiment que ça soit le plus clair possible. Marie-Ève, dans sa capsule, faisait très bien la distinction entre un trauma aigu et un trauma qui est complexe. Selon notre avis comme orthophoniste et selon la littérature est émergente sur le sujet du trauma, ce qu'on parle en lien avec le bégaiement, c'est beaucoup plus vers un trauma complexe. C'est-à-dire que c'est un stress qui est vécu par la personne. C'est chronique, c'est presque au quotidien. Comme Judith, tu vas en parler avec Steve, c'est des situations de la vie quotidienne où on se sent impuissant et impuissante. On peut penser, par exemple, à quand on bégaye puis qu'on a un blocage assez important, puis on se retrouve, par exemple, dans une situation qui est sociale, on est en public peut-être, ou... Là, j'ai en tête le court-métrage de Renaud. Renaud, oui, mais le bon souffle. C'est notre plus récent épisode non, c'est pas vrai. Bref, c'est un épisode récent qu'on a produit, mais ce court-métrage-là, pour moi, c'est... ça représente une situation de trauma complexe. Donc, pour les personnes qui bégayent ce genre de situation-là, donc c'est un homme qui va chercher son colis à la poste et il n'est pas capable de dire son nom. Puis là, il y a la commis qui attend, puis les autres personnes qui le regardent, puis qui semblent rire un peu ou qui sont mal à l'aise. Tu sais, comme... Tout ça, c'est une situation qui est traumatisante, tu sais. Ouais, donc là, il y a un grand stress. Il y a un grand stress vécu par le personnage principal, une impuissance, puis en plus, ça touche le côté relationnel aussi, et devant les autres. Il y a les réactions des autres, il y a les réponses de la personne derrière le comptoir, quand il veut dire son nom. Donc, c'est ça qui rajoute aussi une dimension de stress, tu sais, à la situation, l'aspect relationnel. Oui, c'est ça. Puis, on vous invite pour la suite à garder en tête que la notion de stress dans le trauma est très importante. Puis aussi que pour l'être humain, la peur d'être rejeté par les autres, c'est un énorme stress aussi. Donc, ça, je pense que c'est des points, des clés de lectures qui sont importants à garder en tête pour la suite de l'épisode. Ouais, ou des clés d'écoute, on pourrait dire ça. Ah, des clés d'écoute! Des clés d'écoute. J'adore! Mini ajout à cet épisode, comme Judith disait plus tôt, il y a 2 études qui sont sorties récemment sur le sujet du trauma et du bégaiement et elles sont sorties en 2026, soit avant notre enregistrement initial et maintenant qu'on est prêt pour la publication. Donc, on va prendre un petit moment pour vous les résumer. Parce que c'est ça, c'est incontournable. Donc, quand on a vu que ces études-là étaient publiées, on s'est dit, là, on ne peut pas en parler dans notre épisode sur le trauma. Exact. Donc, je me lance avec la première étude qu'on veut vous résumer. Le titre, c'est Trauma-Related Symptoms Among Adults Who Stutter. Et les auteurs, entre autres, c'est Zuluf Golombek et Al de l'université Ariel à Tel Aviv, en Israël. Donc, cette étude, c'est en gros, là, c'est la première fois qu'on a des chiffres, donc c'est du quantitatif, c'est des chiffres, pour dire que le bégaiement, ça peut vraiment laisser des traces qui ressemblent à un trauma. Puis en fait, c'est pas le bégaiement qui cause ça, mais c'est ce qu'on peut vivre quand on a un bégaiement dans une société qui est pas
sensibiliser à ça. Donc, comme je le disais, c'est des chercheurs en Israël qui ont fait passer à 55 adultes qui bégaient et à 41 adultes qui ne bégaient pas un questionnaire qui est utilisé normalement pour dépister le stress post-traumatique. Et ils ont utilisé aussi d'autres items tirés d'autres questionnaires et ils ont adapté ça au bégaiement. Donc, au lieu de demander de penser à un événement traumatisant comme un accident ou une agression, ils ont demandé de penser à leur pire expérience de bégaiement. Et dans leurs résultats, ce qu'ils voient, entre autres, c'est que les personnes qui bégaient rapportent beaucoup plus de symptômes de trauma que les non-bègues. Donc, plus de souvenirs intrusifs, plus d'évitement, plus de sentiments d'être constamment sur le qui-vive. Et surtout, il y a 3 personnes sur 4 qui disent vivre des moments de dissociation, donc de déconnexion d'eux-mêmes pendant qu'ils bégaient. Et ça, je l'ai vécu et je le vis encore aussi personnellement. Mais le plus intéressant, c'est ce qui ressort quand on enlève l'effet de l'anxiété générale. Donc, comme on disait plus tôt, là, quand on parle de trauma et de bégaiement, on parle pas de trauma classique comme un événement précis, genre une bombe qui explose à côté de toi parce que t'es un soldat dans une guerre, genre. Mais pour le bégaiement, c'est plutôt ce qu'on appelle le trauma complexe, donc la difficulté à gérer ses émotions, une image de soi qui est abîmée et de la difficulté à se sentir proche des autres. Et ce qui ressort dans les chiffres aussi, c'est la colère, l'impuissance et le fait d'éviter de s'avouer à soi-même qu'on a un problème. Aussi, pour les orthophonistes qui nous écoutent, le message de cet article, c'est entre autres que les manifestations du bégaiement, donc ce qu'on entend de l'extérieur, donc si la personne bégait beaucoup ou pas, ça ne prédit pas les symptômes de trauma ou la quantité de symptômes. C'est l'expérience vécue qui compte. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire de la place à ce qui se passe émotionnellement en thérapie et commencer peut-être à dépister ces symptômes de trauma en clinique. Ça fait partie... c'est la discussion... c'est les points que les auteurs apportent dans leur discussion. Et donc, pour résumer, c'est pas parce qu'une personne bégaie beaucoup ou que son niveau de bégaiement est plus haut, ça veut pas dire que son traumatisme est plus grand, ça n'a aucun lien. Et pour les personnes qui bégaient et leurs proches, si vous reconnaissez ça en vous, sachez que ce n'est pas dans votre tête, c'est documenté, c'est réel et ça mérite d'être pris au sérieux en thérapie. C'est le message aussi de ces auteurs. Ouais, c'est pas intéressant. L'autre étude parue en 2026 aussi, donc c'est une étude un petit peu différente. C'est une étude qu'on dit qualitative, donc c'est 20 personnes qui bégaient de 21 à 77 ans qui ont eu des entrevues, donc qui ont raconté des pans de leur vie aux chercheurs. Et ce qui ressort, c'est vraiment un schéma qui revient sans cesse pour la majorité des gens. Donc, ça commence par des moments difficiles, souvent dans l'enfance, vécus dans les relations les plus significatives pour l'enfant, là, à l'école, à la maison, en orthophonie aussi, en thérapie. C'est pas juste un événement, mais c'est plein de petits moments répétés qui finissent par s'accumuler. Puis avec le temps, le corps, l'esprit développent des mécanismes de survie. C'est vraiment ça. Fait que, comme l'évitement, dissimuler, de la dissimulation, de l'isolement,
Puis il y a même plus de 7 personnes sur 10 qui disent avoir vécu de la dissociation. Fait que là, tu sais, la dissociation, c'est quand il y a un moment que la personne se sent complètement déconnectée de son corps pendant qu'elle bégait. Donc, tout ça, ça finit par façonner une image de soi qui est très négative. Puis, ben, plusieurs personnes sont convaincues qu'ils pourront jamais vraiment réussir à être aimés, à accomplir ce qu'ils voulaient dans la vie à cause du bégaiement, puis aussi à cause de tout ce qui est véhiculé comme image négative du bégaiement dans la société. Hein, toute la stigmatisation, là, on parlait, ça va souvent de pair avec des sentiments ou ce qui est relié au trauma. Puis il y a aussi une autre affaire, tu sais, ce que les chercheurs rapportent, c'est que, puis ce que les gens ont rapporté dans leurs entrevues, c'est que ça arrive à les couper des autres. Donc, ils ont des cercles sociaux plus petits, des relations dans lesquelles ils se contentent de moins, si on veut, que ce qu'ils méritent pour vrai, parce qu'ils ne se sentent pas dignes d'être pleinement acceptés comme ils sont. Puis tu sais, c'est sûr que... Oui, ben, c'est ça. Puis les chercheurs, tu sais, sont quand même prudents. Là, c'est une étude aux États-Unis. Ils sont prudents. Ils ne disent pas que toutes les personnes qui bégaient vivent un trauma. Mais, puis il n'y a pas de diagnostic de poser nécessairement dans ce processus, dans cette étude-là. Mais ce qu'ils décrivent, ben, ça ressemble fortement, comme on a dit, l'effet cumulatif là, des blessures relationnelles qui sont répétées. Puis le message que les chercheurs en retirent pour les orthophonistes, ben c'est ça, le bégaiement, c'est pas juste un enjeu de parole, de fluidité. C'est une histoire, parfois, une histoire si on veut, de sécurité émotionnelle qui est brisée à répétition dans des relations qui auraient dû les protéger, mais qui les ont pas protégées comme il fallait, si on veut. Fait qu'il faut encore là, même chose, il faut laisser de la place au vécu émotionnel en thérapie. Et pour les personnes qui bégayent leurs proches, le message que les chercheurs aimeraient donner, c'est que même chose, si y a des bouts de ça qui résonnent en vous, ben c'est que vous n'êtes pas seul. C'est pas que vous êtes trop sensible ou que vous capotez ou que, tu sais, de manière excessive, c'est bon pas ça du tout. Au contraire, c'est dans le fond, il y a un vécu qui est là, ça compte. Même si chaque petit moment est pris, ça a de l'air pris là, isolément, mais ça s'accumule, puis c'est ça qui devient important. Puis c'est assez important à prendre en compte. Puis, tu sais, ce qu'ils disent aussi pour les proches, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est au lieu de demander ça va-tu mieux ou de parler du niveau de bégaiement dans ta journée, mettons, mais ça serait de demander comment tu te sens, comment ça te fait sentir, de plus aller aborder les émotions, ça peut faire une vraie différence. Ouais, je trouve ça tellement beau. Puis comme tu disais, tu sais, souvent ça commence dans l'enfance. Puis c'est que, tu sais, dans l'enfance, on n'a pas les outils pour comprendre ce qui se passe. Puis on n'a pas les connaissances pour savoir que c'est mauvais le traitement qu'on a ou pour se défendre. Tu sais, mettons à 4-5 ans, même un peu plus vieux, on dépend des autres, puis on est très vulnérable, puis on veut surtout pas qu'on nous rejette parce que notre survie dépend des autres. Mais tu sais, ça, c'est inconscient, là. Et donc, le trauma, c'est ça, tu sais, c'est un très grand stress, peur d'être rejeté, inconscient ou pas, mais c'est comme un stress tellement grand pour le corps qu'on se dit, il faut plus jamais que je sois dans cette situation de potentiellement être rejetée parce que ma survie est en jeu. Donc, pour plus jamais être dans cette situation-là, je vais me protéger. Et donc, j'ai des pensées qui me disent de me protéger comme « parle pas parce que tu vas bégayer, puis si tu bégayes, les gens aiment pas ça, puis si les gens t'aiment pas, ben on te rejette. » Puis bref, comme on a des mécanismes de protection, au fond. Puis dans cette étude-là, il y a des exemples, tu sais, de ce que les gens partagent qui ont vécu, puis j'aimerais ça vous en partager un peu rapidement. Par exemple, il y a un participant qui s'est fait dire par une fille qu'elle accepterait d'aller au bal avec lui seulement s'il arrêtait de bégayer. Il y a une participante qui racontait qu'elle était en thérapie en
orthophonie, puis que l'adulte qui l'accompagnait, c'était sa grand-mère. Puis sa grand-mère partageait à l'orthophoniste qu'elle se sentait mal pour les amis de sa petite fille qui devait l'écouter bégayer. Alors que sa petite fille était présente et pouvait entendre ça. Il y a un participant qui, à l'école primaire, gardait une punaise dans sa poche et se l'enfonçait dans la paume pendant la lecture à voix haute. Donc, tu sais, quand le professeur pointe des gens pour qu'ils lisent à voix haute, pour que la douleur physique prenne le dessus sur la douleur du bégaiement. Il y a un participant que, lorsqu'il était enfant, s'est fait enregistrer en train de bégayer par son orthophoniste qui lui a ensuite fait réécouter l'enregistrement. Donc, il a pleuré, quitté la salle et n'est jamais retourné en thérapie. Donc, ces exemples-là, ça illustre un peu, tu sais, c'est comme plein de petits moments où on sent que ta valeur est pas reconnue, qu'on te diminue sur quelque chose dont t'as pas le contrôle. Puis souvent, comme enfant ou comme jeune personne dans le monde, on va se dire que c'est de notre faute, tu sais. Parce que la seule explication qu'on a, c'est ça, c'est de notre faute. Puis d'ailleurs, Steve en parle dans son entrevue qu'on va écouter à l'instant. Sachez aussi dans quelques instants. Je pense que les orthophonistes, maintenant, on est ben c'est sûr, je m'inclus là-dedans, mais on est beaucoup plus à l'affût, justement, de ça, là, dans nos rencontres. Puis, tu sais, jamais qu'on enregistrerait quelqu'un contre son gré, là. J'ose espérer, là, que plus personne fait ça, là, parce que l'impact est majeur, là, tu sais. Puis dans notre conversation, juste avant qu'on enregistre, tu m'avais dit quelque chose de full intéressant, que le partenariat patient, tu sais, de demander à la personne en thérapie si ça lui convient. Est-ce que, comme ça permet, ben ça évite des situations de ce genre-là? Tout à fait. Donc, tu sais, les orthophonistes qui nous écoutent, moi, je vous encourage. Avant, on va aller écouter Steve, là, mais juste avant, on termine là-dessus, tu sais, aller chercher, je vous encourage, en tout cas, fortement, on vous encourage à aller chercher des outils d'éducation psychologique où, tu sais, ça peut être tiré des approches d'entretien motivationnel, d'approches centrées solutions, de thérapie d'acceptation et d'engagement, des façons de faire, des outils, du savoir-être, des savoir-faire qui font en sorte qu'on peut garder le partenariat patient puis s'assurer qu'on est toujours ensemble dans le suivi, qu'il n'y a pas rien qui est fait à l'encontre de ce que désire la personne en face de nous. Tu sais, ça, c'est super important. Puis c'est moi, ces exemples-là, je me dis, oh mon Dieu, mais c'est des contre-exemples de partenariat patient. Là, je veux dire, l'orthophoniste, ça fait des choses, la personne n'était pas du tout d'accord, ça ne fonctionne pas. Tu sais. On est ensemble dans une rencontre, dans un suivi thérapeutique, on est partenaires. C'est beaucoup ça, ce qu'on sait qui est plus efficace maintenant que ce qui était fait peut-être il y a 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, là. Donc, on vous mettra des liens là, pour les études dont on a parlé et les approches dont je vous parle aussi. On va mettre les liens dans les références de l'épisode. Et on poursuit avec le segment avec Steve. On poursuit l'épisode. Oui, bonne écoute! Bonjour Steve! Bonjour Judith! Je suis super contente que tu sois avec nous. Tu vas nous éclairer vraiment sur la notion de trauma. Premièrement, peux-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, Steve Rondelli, psychologue. Je travaille actuellement, j'ai une pratique privée. Je travaille également dans un groupe de médecine familiale à Montréal. Donc, comme psychologue, je rencontre une clientèle principalement adulte. Puis ça fait plusieurs années que tu travailles, hein? Oui, ça fait quand même plusieurs années que je travaille. Moi, c'est ça, j'ai étudié en Suisse. Je suis venu au Québec ensuite faire un stage. J'ai été engagé. Après, il a fallu enclencher tout le processus d'équivalence de diplôme parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de diplôme entre la Suisse et le Québec. Donc, j'ai fait mes équivalences de diplôme avec l'ordre des psychologues ici pour ensuite obtenir mon titre. OK. Ah, génial. Puis finalement, t'es resté au Québec. T'as décidé de... Oui, il y avait des avantages à rester ici, donc je suis resté ici. Hey, mais on est super contente, Geneviève et moi, de t'accueillir parce que la notion de trauma, on en parle très peu en bégaiement et on trouvait que c'était important d'aborder ça.
Puis pour commencer, veux-tu nous dire en gros, ben là c'est ça, t'es allé à une formation récemment qui parlait Mhm. du trauma. Veux-tu nous Mhm. en parler un petit peu? Ben, comme je dis, la formation en tant que telle était plus pour les victimes d'abus sexuels, mais la personne, Natacha Godbout, là, qui est chercheuse en sexologie, si je me trompe pas, c'est à l'UQAM, euh, elle a parlé de tout ce qui était abus ou traumatisme au sens plus large au départ. Hmm. Parce qu'elle dit qu'il faut qu'on s'entende sur une définition commune de qu'est-ce qu'un trauma. Puis après, on est allé plus dans les spécificités du trauma dans les cas d'abus sexuels. Mais elle dit, tu sais, le trauma, en fait, c'est toute expérience stressante dans laquelle la personne a ressenti un sentiment d'impuissance, s'est sentie vulnérable et, Hmm. et sans défense. OK. Ok. Je pense que si on fait le parallèle avec les gens qui ont un bégaiement, on peut s'imaginer des situations où les personnes se sont senties éventuellement sans défense. Oui, absolument. Souvent, ouais, je pense. En tout cas, dans les expériences que j'ai eu quelques personnes qui ont consulté, pas nécessairement pour le bégaiement, mais pour le bégaiement était en lien aussi quand même avec le mode de consultation, le motif de consultation. C'est sûr que c'est Ouais. quelque chose qui, comment dire, dans la manière dont ils perçoivent les autres, se perçoivent eux-mêmes, euh, le monde qui les entoure, c'est sûr que c'est teinté. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'on se disait aussi, tu sais, moi je pense que ce qui est important pour les gens qui écoutent, c'est de savoir c'est quoi un trauma, puis c'est quoi les signes qu'une personne a vécu un trauma ou vit un trauma. Puis là, on se disait, ben, c'est en fonction que justement la personne prend des décisions à tous les jours en fonction de. Ben là, dans ce cas-ci, ça sera en fonction du bégaiement. Tu sais, fait que ça serait ça. Qu'est-ce que Mhm. tu dirais aux gens qui écoutent pour savoir s'ils veulent se dire, ben, moi, est-ce que je suis en situation de trauma à certains égards? Est-ce que tu répondrais quoi? Ouais. Ben, après, je veux pas tomber non plus dans parce que c'est un terme qu'on entend à tort et à travers, trauma et autres comme ça. Tu sais, je pense que c'est vraiment de regarder, tu sais, puis c'est ce que tu as dit un petit peu, tu sais, si les gens prennent des décisions en fonction d'une expérience stressante qu'ils ont vécue à un moment donné dans laquelle ils se sont sentis impuissants, oui, ça serait éventuellement un signe. Un signe, ouais, c'est ça. Ouais. OK? Après, tu sais, c'est pas, on fait pas un diagnostic avec ça. Là. C'est juste Oui, c'est comme, ça. OK, On n'est pas en train de. Ouais. il y a un signe comme quoi cette expérience teinte ma manière de prendre des décisions aujourd'hui et m'amène à appréhender telle situation de telle façon plutôt que telle situation au risque de me Mhm. retrouver dans une situation comme non désirée. C'est- Ça, c'en est un aussi. Peut-être toute la perception que les gens, je le disais tout à l'heure, la perception que les gens ont d'eux-mêmes, comment ils se perçoivent eux-mêmes, comment ils perçoivent les gens autour d'eux, comment ils perçoivent le monde qui les entoure, l'environnement en général aussi, ça peut être aussi en lien avec des événements traumatiques. Hmm. T'as-tu des Il y a des gens exemples qui ont... dans ta clinique? Ouais, t'as-tu des exemples que tu peux nous donner en lien avec Peut-être le bégaiement ou non, là? ben, en lien avec le bégaiement, oui, il y a une personne que j'ai rencontrée, tu sais, qui a très longtemps, qui a souffert d'intimidation en lien avec le bégaiement plus jeune, puis qui n'était pas en mesure nécessairement de se défendre. Mais tu sais, par la suite, euh, la sensibilité à un commentaire ou une blague ou quelqu'un qui fait de l'ironie, puis vraiment pas nécessairement en lien avec le bégaiement, tu vois qu'il y a Mhm. une sensibilité comme qui est exacerbée. Mhm. Tu sais. Elle la trouve pas drôle, là. Non, Parce non, que c'est non, ça, non, là, c'est pas... tu sais, ça peut être anodin pour d'autres, ça peut être, tu sais, quelqu'un d'autre aurait fait comme, oh, pff, ouais, laisse aller, ouais, c'est tu ça. sais, La personne laisse pas aller, tu sais, là. la blague est pas drôle ou Mhm. éventuellement et d'autres comme ça. Mais c'est une autre personne, ça peut vraiment la piquer au vif, là, puis devenir comme quelque chose qui peut paraître démesuré par rapport à la situation, Mhm. mais qui, par cette trace-là, devient quelque chose comment dire, d'incompréhensible puis d'incontrôlable aussi. Hmm. Ça devient plus gros.
si on veut, Oui, ou oui, ça ça prend devient beaucoup beaucoup plus gros. d'espace dans la vie de la personne. Parce que si la personne a fait ça, c'est que la personne, elle voulait rire de moi. Puis là, je me replace dans une situation où hey, je me suis fait. Puis tu sais, à un moment donné, c'est des gens grandissent, là. Puis ils se disent, il n'y a plus personne qui va rire de moi dorénavant parce que là, je vais me défendre, puis autres, comme ça. Mais dans ce cas-ci, tu sais, quand tu regardes la situation, c'est pas une attaque en soi, là. C'est une manière d'agir poche, mais c'est à peu près juste ça, là. Il n'y a rien de. Ouais, Il y a je rien de comprends. très, il y a rien d'alarmant par ça. Mais tu sais, ça parle de comment je perçois les autres, ça parle aussi de moi d'une certaine manière aussi, de comment moi je me laisse affecter par ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme plusieurs impacts dans la vie personnelle de la personne, la vie sociale, la vie Mhm. professionnelle aussi. Oui, oui, Euh, ça se retrouve, une autre personne, c'est au niveau du travail, il est arrivé une situation au travail, aucunement en lien avec le bégaiement, mais vu qu'il y avait eu des propos tenus par rapport à un sous-groupe de l'école, la personne a fait le parallèle avec le fait que ben, si les gens ont ri ou ont fait du sarcasme par rapport à ça, ben, ils pourraient à un moment donné faire la même chose par rapport à moi et mon bégaiement. hmm. Fait que, tu sais, il Fait y a que des liens hmm. il y a des liens qui se font comme ça pour la personne qui écoute ça, de dire, OK, ben, tu sais, j'aurais pas pensé nécessairement à ça. Mais pour la personne qui a eu des enjeux, justement, liés au bégaiement, ben c'est des liens qui se font automatiquement. Puis ça va Hmm. modifier des fois ta manière d'agir avec ces personnes, de collaborer avec eux quand tu as à collaborer aussi. Tu sais, tu vas y aller, tu vas te présenter d'une autre façon. Ton positionnement va être différent. Hmm. Défini par le fait que ces gens-là pourraient me percevoir de telle ou telle manière. Ouais. Fait qu'il y a comme une espèce de. La personne, elle a comme une lentille. Sa vision est teintée en Oui, c'est ça. fonction des expériences, Exactement. disons, traumatisantes qui auraient eu lieu par le passé, par exemple. Puis là, ben, il y a plusieurs aspects de sa vie qui peuvent être teintés en fonction de ça. Ouais. Mais tu sais, on parle souvent de schémas de pensée problématiques là, ou de distorsion cognitive. Ben, tu sais, il y a des distorsions qui sont issues de ces expériences potentiellement traumatiques. Mhm. Ouais, fait que de faire des liens qui sont pas là, mais de se dire dans sa tête, ah, ces gens-là ont pensé ça, mais finalement, on n'a pas de preuves. Mais la Non, c'est personne ça. fait des liens tout de suite en disant, ah, ben oui, ils doivent rire de la façon que je parle, ils doivent rire de moi. Ou que dans le fond, c'est peut-être pas ça du tout, en fait. Mais. Puis le lien, tu sais, il est vraiment automatique. La personne n'a pas conscience sur le moment qu'elle fait ce lien-là nécessairement. Elle voit juste sa réaction comme la submerge d'une certaine manière. Ça prend Mhm. vraiment, tu sais, un temps d'arrêt, un recul pour aller voir, OK, c'est quoi qui s'est passé, puis comment moi j'ai vu ça. Mais tu sais, sans travail qui a été fait pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à comprendre ses processus mentaux, comment on interprète les situations, c'est un travail qui se fait difficilement tout seul. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, ma question aussi qui vient je sais qu'on avait parlé de ça récemment, en fait, antérieurement, c'est la notion de trauma aussi, c'est pas nécessairement. Ça peut être un épisode Mhm. traumatique, bon, mais ça peut être aussi des plus petits, entre guillemets, épisodes fréquents. Tu sais, cette notion-là, là, de comment ça peut se. Puis que d'une personne à l'autre, ça peut changer aussi. Une personne peut vivre un peu la même situation et en ressortir avec pas des séquelles différentes de l'autre. Donc, tu sais, le trauma, c'est pas, c'est très variable d'une personne à l'autre. Oui, ben c'est sûr que chaque personne vont d'une certaine manière composer avec ça de façon différente. Certaines personnes tu t'écoutes leur histoire, puis tu te dis, mon Dieu, ouais, puis finalement, tu remarques que cette personne-là s'en est, comment dire, à trouver des manières de composer avec qui interfèrent pas avec son quotidien. Elle te parle, elle vient de consulter pour d'autres choses, mais c'est pas à propos de ça nécessairement. Ça arrive, c'est plus rare, mais ça arrive. Puis ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont vécu, tu sais, des enfants qui ont vécu de la négligence. Tu sais, ils sont pas tous les jours malheureux, négligés et autres comme ça, mais il y a il y a comme une espèce de répétition, il y a une récurrence de choses comme ça. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que ça vient affecter l'image de soi. Tu sais, Mhm. un patient me parlait dernièrement, son père a eu des...
son père était trouble de l'usage de l'alcool. Euh, ben, il me dit, tu sais, quand à l'école, ton père oublie de venir te chercher, ou il dit qu'il va venir pour t'amener quelque part, puis il est pas là, puis là, t'attends avec ton sac, puis tu sais, c'est comme, puis ça revient à répétition. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'es un jeune cerveau d'une certaine manière, là, tu sais, commences à te poser la question peut-être de l'importance que tu as en tant que personne, tu sais, c'est toutes des choses qui viennent d'une certaine manière contribuer à te questionner, à savoir, mais s'il vient pas, c'est peut-être à cause de moi, ou c'est peut-être parce que je suis pas assez ci, ou assez ça. Tu sais, donc ça peut aussi être comme plus sur la durée. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui parlent de ça, des traumas liés à l'éducation qu'ils ont eue, sans nécessairement qu'ils soient battus, agressés ou autre. Il y en a aussi. C'est pas Mhm. nécessairement toujours ça non plus, hein. Mhm. Comme tu dis, c'est que si la personne se sentait vulnérable à ce moment-là pour dans la situation stressante qu'elle a vécue, elle se Tu sentait sais, impuissante, vulnérable. t'as l'enfant, il est tout seul à l'école avec son sac, il attend, probablement avec quelqu'un qui a dû rester plus longtemps, puis qui est pas nécessairement comme enchanté de la situation. Ben là, qui essaie d'appeler le parent il répond pas, et puis il est là, tu sais, qu'est-ce qu'il fasse? Mhm. Ah, puis après, ça peut teinter, dans le fond, en tant qu'adulte, certains réflexes ou certaines pensées que la personne pourrait avoir ou certains comportements que la Ah oui, personne peut avoir en fonction de ce qui avait été vécu dans l'enfance. oui, ben tu sais, quand tu commences à te questionner sur ton importance, sur ta valeur, puis sur le fait que c'est peut-être à cause de toi, parce que quand on est jeune, tu sais, on n'a pas nécessairement le recul qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ben, par la suite, tu sais, toutes les enjeux qu'on peut avoir de légitimité par rapport à postuler sur un poste, à avoir une Mhm. promotion, à je sais pas, atteindre tel ou tel objectif et autres comme ça. Tu sais, il y a tous ces enjeux-là qui peuvent venir se manifester. Mhm. Ça, je te dirais qu'on le voit quand même très souvent comment dire, en consultation. Ouais. Je pense elle nous disait, c'est ça, tu sais, c'est sous-estimer l'effet du trauma tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Parce qu'il dit, tu sais, c'est quand même, il y a énormément de personnes qui répondent à ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est toute expérience stressante dans lesquelles on a senti Ouais. de la vulnérabilité et de l'impuissance. C'est à des degrés différents, C'est ça. mais ils disent, tu sais, c'est majeur quand même, le pourcentage de la population. Il dit, est-ce qu'ils ont tous des séquelles? Non. Non, c'est ça. Ouais, parce que dans le fond, quand on regarde ça, c'est vrai qu'à quelque part dans notre vie, on s'est sûrement senti comme ça. De tout le monde, Oui, oui. chaque être humain, tu sais. Mais là, après ça, c'est de voir à quelle ampleur, puis quel impact ça a causé. Puis c'est la fréquence aussi, tu sais, c'est ça aussi, là. C'est la fréquence Ben, de. elle disait quand ils ont fait l'expérience avec des plus jeunes, les derniers chiffres qu'elle avait, c'est 70 à 75% des personnes répondent oui, qui ont déjà Hmm. vécu une expérience de la sorte. Hmm. Ah, ben c'est intéressant, hein, parce que les gens qui bégaient, dans le fond, c'est de se dire qu'on vit dans une société que la plupart des gens ont vécu des Mhm. expériences où ils se sont sentis impuissants, vulnérables, qui pourraient ressembler justement à des expériences traumatiques, tu sais. Fait que ça fait dire, OK, on n'est pas tout seul, finalement. On n'est pas tout seul, de plein de monde qui ont vécu ça. Puis je dis pas que les gens qui bégaient ont tous vécu ça, pas du tout, là, mais dans le sens que ça remet en perspective un petit peu. Puis aussi, je pense que pour les auditeurs, auditrices, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui peut aider. Disons qu'on a certains signes de prendre des décisions en fonction du bégaiement, entre autres. Qu'on se rend compte que la personne elle sent qu'il y a des distorsions cognitives avec le bégaiement, qu'elle sent qu'il y a certains signes dont on a parlé. Qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut aider? La psychothérapie. C'est sûr, je vais parler de consulter, c'est sûr. Mais, tu sais, je sais pas. Après, tu sais, qu'est-ce qui peut aider? Comment dire, tu sais, je pense déjà juste de comprendre à quel point ça a eu de l'impact. Puis, tu sais, je le vois, puis pas seulement chez les personnes qui ont du bégaiement, mais chez d'autres personnes qui ont vécu d'autres situations, de reconnaître que, que
telle chose a eu autant d'impact dans ma Mm. vie et modèle ma manière aujourd'hui d'agir ou d'interagir ou d'appréhender des situations et autres comme ça. Juste ça, c'est déjà c'est complexe. Mhm. Ouais, prendre ce recul-là pour Puis analyser. certaines personnes, tu sais, les gens vont pas venir consulter en disant Hey, j'ai remarqué que je prenais des décisions en fonction de ça, puis que ma Mm. perception de moi-même avait été altérée par cette situation. Ah, ils viennent pas pour ça. Mm. Puis elles sont déprimées, sont anxieux, comprennent pas trop leurs réactions des fois, ont Mm. l'impression que les choses se répètent, mais sans comprendre la mécanique de tout ça aussi. Il y a personne qui vient avec en tout cas, j'ai pas vu à date encore. Là. Je suis Ouais, non, pas- c'est ça. Ben, peut-être avec le podcast. Non, je fais des blagues, mais dans le sens que le podcast va tout aider. Non, mais c'est ça, la psychothérapie, en fait, ça aide à accompagner la personne pour y voir plus clair, pour comprendre cette mécanique-là. Un peu enlever le voile ou un petit peu mettre à nu un peu tous les fonctionnements de la personne pour mieux comprendre. C'est un petit peu ça, je pense Oui, que puis tu le sais, les gens, travail du psychologue, tu sais. oui, puis les gens viennent avec toutes sortes de stratégies de coping quand même. Tu sais, ils ont trouvé une manière de fonctionner, efficace ou pas, euh, avec, avec ça. Mais tu sais, en bout de ligne, à part ceux qu'on déjà consulté, des fois sont un petit peu sont un petit peu plus au fait de ça. Mais il y a des gens qui n'ont jamais consulté, qui arrivent, comme je te dis, c'est pas pour ça qu'ils consultent, ils le réalisent en cours de route que, ah oui, ok, moi, quand j'agis de telle façon-là, il y a une espèce de pattern qui se répète, parce que moi, ma perception de ce genre de situation, c'est ça, puis ça, ben, c'est teinté par telle chose, par exemple, qui m'est arrivée à un moment donné. Puis comme je te dis, c'est pas toujours une expérience traumatique dans laquelle la personne a senti une impuissance. Il y a plein d'autres choses qui peuvent aussi Mhm. générer des enjeux et des problèmes. Mais, comment dire, ce que je remarque, c'est qu'au début, peut-être, j'avais tendance à sous-estimer la présence de ce genre de choses-là, ou c'était comme phrasé autrement. Puis aujourd'hui, à travers cette unité, tu le vois. Tu sais, quand tu fais l'évaluation de la personne, tu vois un peu le parcours, les événements, des événements marquants, tu te dis, ah, ok, peut-être que là, Mm. puis tu n'as pas une conclusion là-dessus, parce que comme je te dis, il y a des personnes qui passent par-dessus ça, puis qui n'ont pas l'air d'avoir eu des séquelles de ça aussi. Mais tu sais, il y a quand même tu dis, ah, ok. Puis par la suite, éventuellement, tu vas le retrouver dans certaines manœuvres ou Ouais, pas. ouais, je comprends. De quand même tout noter, c'est ça. Bien comprendre la situation de la personne dans son enfance, aujourd'hui, ses réactions, pour essayer de comprendre ses Ouais, parce tous que les généralement, fonctionnements. quand tu fais une évaluation, les éléments que tu vas retrouver dans ton évaluation sont supposés quand même contribuer à expliquer la genèse, pourquoi la personne consulte aujourd'hui. Mhm. C'est rare que ce soit arrivé comme d'un coup. Ouais, c'est ça. Ou de vivre une expérience très traumatisante, traumatique. Ça peut être ça Ouais, puis là, aussi. ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que, ben c'est ça, tout est possible. Ouais, tout est possible dans la vie, mais... Et si les gens veulent consulter en psychologie au Québec, donc de se retourner... Ouais, c'est sûr, c'est pas évident, là, il y a le privé. Donc, on vous encourage à consulter l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ, et aussi les groupes de médecine familiale au Québec. Oui, ben Euh, en fait, là, il y a quelque chose de nouveau quand même. Je sais pas si c'est à l'échelle provinciale directement, mais on nous a avisé de ça dernièrement. C'est que la clinique où j'étais avant pour consulter, il fallait que tu aies un médecin de famille, c'est ton médecin qui te réfère. hmm, Là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont ouvert pour les patients qui sont non enregistrés, donc qui n'ont pas de médecin encore. mhm. Wow. Donc, on reçoit c'est un assez gros volume, 5600 nouveaux patients qui vont pouvoir consulter des médecins à la clinique. Wow. À votre Donc, GMF à Montréal, là? ouais, c'est ça. Oh Donc, my God. ils auront pas de médecin de famille à proprement dit, mais ils auront l'occasion de pouvoir prendre rendez-vous avec un médecin dans ce qu'on appelle la clinique sans rendez-vous. Et ces médecins-là, dorénavant, peuvent les référer aux services psychosociaux
s'il estime il y a un besoin, puis aussi une demande du patient que le médecin juge recevable. Hmm. Ah, ben tant Après, ben, c'est ça. mieux. C'est une évaluation par les services psychosociaux. Ensuite, la référence est décidée. Ça peut être psychologie, mais ça peut être d'autres choses aussi, dépendamment des besoins. Mhm. C'est un chemin un petit peu plus compliqué, mais ça existe, c'est possible. C'est un nombre de rencontres limité aussi, ce qu'il n'y a pas nécessairement au niveau privé, là. Mais c'est une des avenues qu'on peut Hmm. emprunter. Puis autrement, ben, c'est ça. Il y a le privé, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça représente quand même des coûts importants si on n'a pas de couverture. Ouais, c'est ça. Pour des assurances, c'est plus. Ouais. Bon, en tout cas, c'est moins cher avec les assurances. Il y a une partie qui est couverte. Et en terminant, là, si disons, il y a des gens qui écoutent le podcast qui se demandent qu'est-ce que tu dirais en tant que psychologue, les raisons pour aller consulter? Tu sais, de manière très globale, là, pour aller consulter en psychologie, Les ça raisons pour serait aller quoi? consulter? Ouais, ben Ben, tu sais, les signes que la personne a que tu dis, ah ben tu pourrais aller consulter. Puis je parle aussi, là, je sais pas, mais je trouve que aussi beaucoup les hommes, je sais pas ton expérience aussi, mais les hommes, de ce que je connais, de ma pratique, de mon entourage, je pense, ont moins tendance à aller consulter rapidement, disons. mhm. Et ça aussi, je me disais, pour les hommes, d'avoir ce message-là, justement, ce serait quoi les signes pour dire, ben, allez consulter, allez rencontrer un psychologue comme c'est ou une psychologue? Ouais, ben, tu sais, je suis un peu pas, je suis pas nécessairement à l'aise de répondre à cette question-là. Ben, je pense que la plupart des gens qui viennent, tu sais, je vérifie avec eux. Je pense qu'à partir du moment où les gens ressentent le besoin d'aller consulter, tu sais, il n'y a pas il y a pas de bonne ou mauvaise raison pour le faire. Hmm. Mais tu sais, je te dirais que si tu as l'impression de tourner en rond, qu'il y a des situations qui ont tendance à se répéter, comme qui amènent une certaine souffrance, qui est significative, puis qu'on a essayé différentes choses, puis ça fonctionne pas et autres, on a l'impression de tourner en rond, il y a peut-être quelque chose qui peut être exploré et travaillé en psychothérapie. Tu sais, si, je sais pas, tu as l'impression que tu es toujours maussade, plutôt déprimé, Hmm. les choses, tu sais, il y a peut-être D'avoir moins de plaisir, tu sais, tout, certains signes que tu sens que tu as moins de plaisir à faire certaines activités, que tu avais ouais, du puis que plaisir c'est, puis avant, par tu sais, exemple, ou... il y a des périodes éventuellement où ça peut arriver, puis la personne à un moment donné, oups, il y a une autre période, puis ça va mieux, Hmm. puis et autres comme ça. Mais quand c'est quelque chose tu vois qu'il y a une certaine chronicité, là, puis que ça Mhm. change pas, c'est pas, il y a pas grand-chose qui, ben tu sais, peut-être peut-être ça vaut la peine de dire, bon, il y a peut-être quelque chose que je fais ou que je fais pas que je pourrais aller regarder. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui consultent pour des enjeux d'anxiété, là. Mais tu sais, tu te demandes des fois, tu te demandes comment qu'elle a fait jusqu'à présent là, avec Hmm. l'intensité de ce qu'elle vit pour tu sais, se lever chaque matin puis faire ses jeux. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui sont Ouais, souvent, vraiment comme, c'est ça, que qui les sont gens peuvent durs, là. se rendre loin avant d'aller consulter, c'est ça. Ben, je te dirais, je vais le dire un peu, tu sais, je te dirais, la plupart des gens, je leur dis, vous savez, si vous êtes rendu ici, généralement, ah, puis on généralise pas, mais pour une bonne partie, c'est que vous êtes arrivé au bout Hmm. de ce que vos mécanismes de défense peuvent vous fournir. Ah ouais, c'est bien dit, Tu ça. sais, je leur Ouais. dis souvent ça, tu sais, je leur dis, les mécanismes de défense ont une date de péremption. Malheureusement, elle n'est pas écrite dessus, puis quand ça commence à fissurer, puis à ne plus être assez efficace, ben là, vous venez. OK. Eh bien, merci Donc, beaucoup. donc ça, c'est ça. Ouais. C'est souvent c'est quand moi-même, je suis passé, et puis je dirais peut-être plus les hommes aussi, vu qu'ils ils sont des points Trouves-tu, d'ordre très est-ce que compliqués. c'est, trouves-tu quand même, de manière générale, que tu sens que les hommes, ça peut être un peu plus long ou tu sens qu'ils consultent moins que les femmes? Des fois, ils attendent plus, OK, ouais. ceux que j'ai vus. Mhm. Mais comme je te dis, on parle je me base sur, Ouais, ouais, mais tu comme sais, ta pratique, juste là. Ouais, ouais. la formation dont je parlais, ils expliquaient, ils disent, tu sais, il y a un ratio, il y a un ratio différent entre les femmes et les hommes qui disent qu'ils ont vécu justement un trauma. Puis quand ils posent la question, puis probablement avec le stigma de se percevoir comme une victime, il y a probablement des Mhm. hommes puis quand la question est posée moins directement, là, puis on écarte la notion de victime, le ratio se diminue, là.
Puis on parle d'une femme sur 2 puis d'un homme sur 3 Hmm. qui répond oui, oui, j'ai vécu une expérience stressante dans laquelle je me suis senti impuissant, Quand impuissant. même, hein? Ouais, c'est énorme, hein? Oui, Ouais, c'est énorme. c'est quand même important. Ouais. Bon, ben sur ce, merci beaucoup, Steve, pour ta présence. C'était très aidant. On encourage les gens qui se questionnent, peut-être à aller consulter, à aller regarder les Puis options dans leur peut-être région. juste préciser, j'aurais dû préciser au début, là, je parle à titre de mon expérience de travail personnel. Là, je suis pas un spécialiste de ça non plus, mais étant donné que c'est quelque chose que je retrouvais souvent, parce que ça, je me suis intéressé à aller suivre différentes formations qui traitaient justement du trauma sous différentes formes là, pour, c'est ça, pour bonifier ma pratique. Ouais. Je comprends. Ben, merci beaucoup, Steve. Merci pour tout. Et merci à toi. Quelle belle entrevue avec Steve! On est Ouais. chanceuse qu'il ait accepté notre Ouais. invitation. C'est ça, je disais. Merci, Steve! Oui, tu sais, je te disais, Jen, moi, j'adore travailler avec les gens dans le domaine psychosocial, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, éducatrices, psychologues. Et je trouve là que leurs termes qu'ils utilisent, les façons de s'exprimer, j'adore ça, miam miam. je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de les écouter. Ouais. Puis tu sais, ces gens-là sont tellement importants dans notre société aussi parce qu'on manque tellement collectivement de savoir, de connaissances sur comment dealer avec nos émotions, avec ce qui s'est passé dans notre vie. Tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est crucial pour la qualité de vie, tu sais. Ben Fait oui. que cette profession-là, ces professions-là sont tellement importantes et admirables. Absolument. Puis là, dis-moi donc, toi, qu'est-ce que t'en as pensé après l'écoute? Ben moi, je suis passionnée par le trauma. Okay? Puis j'ai adoré cette entrevue-là avec Steve. J'aime sa manière d'expliquer les choses. C'est super clair. Ça l'a résonné avec beaucoup de mes réflexions sur le trauma et le bégaiement. C'est ça me passionne vraiment. J'ai écouté des documentaires, j'ai lu des livres sur ces questions-là. Tu sais, pas sur le bégaiement spécifiquement parce que ces ressources-là n'existent pas vraiment encore, mais les liens sont faciles à faire, tu sais. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. On va mettre ouais. certains liens dans les références de l'épisode. Et le texte dont on a parlé au départ de Haya Goldstein, qui est très court, qui est en anglais, mais qui est facile à lire, là, je trouve ça très parlant. Pour ceux qui veulent qui voudraient lire peut-être un petit texte en lien avec le traumatisme chez les gens qui bégaient, là, on va mettre la référence, puis on vous encourage vraiment à aller lire ce texte. Oui. Une des ressources fortes, peut-être les plus accessibles sur le trauma que je recommanderais, c'est le documentaire The Wisdom of Trauma par Gabor Maté, qui est un médecin vancouverois qui s'intéresse beaucoup à la question du trauma. Et le documentaire est accessible en ligne. Il faut seulement faire un don du montant de notre choix pour le visionner. Puis c'est en anglais, mais il y a des sous-titres dans énormément de langues, donc je suis pas mal certaine qu'il y a en français aussi. Voilà, donc c'est une ressource qui est accessible. Il y a un livre aussi. Oui, il y a un livre aussi. Il y a un livre que je recommande aussi de Bruce Perry et Oprah Winfrey, Oprah qu'on connaît tous et toutes, là, qui s'appelle What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing, qui est accessible, qui est écrit sous forme de conversation entre Bruce Perry, qui est un médecin, et Oprah, qui est Oprah, comme on connaît. Ouais, c'est ça. Donc, c'est accessible. C'est en anglais. Là, il y a, à ma connaissance, peu de ressources en français, ou du moins, je les connais pas, mais... Bref, donc, on recommande ça. Donc, pour revenir à l'entrevue avec Steve, ça l'a résonné chez moi grandement. C'est ça. Le trauma, c'est un très grand stress, tu sais. Puis c'est un moment...
c'est une situation, c'est un phénomène qu'on vit et qu'on se sent impuissant. Donc, plus on est jeune, plus on peut se sentir impuissant, plus le risque, entre guillemets, de trauma est grand. Puis souvent, le trauma va... le stress est plus grand quand on n'a pas le langage ou les capacités pour exprimer comment on se sent. T'sais. Donc, on peut vivre des situations extrêmement stressantes, par exemple, quand on est enfant. Donc, tu sais, quand on pense à un jeune enfant qui bégait, peut-être qu'il y a 3 ans, 4 ans, qui bégait beaucoup, que ça lui cause de la frustration peut-être, ou qu'il sent inconsciemment ou semi-consciemment que le parent est déçu, ou que... Ouais, ou peut-être un peu plus vieux, il sent une espèce de 5, rejet. 6 ans, 7 ouais. ans, 8 ans, là, que là, je pense C'est que ça. là, la perception de l'enfant peut être encore plus grande en fonction de l'environnement dans lequel il évolue, évidemment, là. Mais comme tu dis, c'est ça, tu sais, que tranquillement, ça commence à s'inscrire dans son cerveau. Que il est dans ces moments-là d'impuissance avec le bégaiement, de vulnérabilité, ça peut être un grand stress, puis le corps est comme moins capable de le supporter. Et là, ben, ça fait que ça amènerait à justement comme un épisode traumatique, ou en tout cas quelque chose qui peut ressembler à ça, là. Ça me fait penser une autre source sur le... Ben, c'est pas spécialement sur le trauma, mais c'est sur le stress. C'est le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress, qu'on a déjà recommandé dans un autre épisode. Oui, on en a je parlé me souviens souvent. Plus lequel. Parce que moi, j'en parle, et honnêtement, moi, j'en parle en clinique, là, quasiment, genre, toutes les semaines, c'est sûr. Oui. Puis c'est une ressource vraiment pertinente pour comprendre les mécanismes du stress dans le corps. Puis pourquoi j'en parle maintenant? Mais il y a une autre chose qui a résonné avec moi dans ce que Steve nous partageait, qui était... ça m'a rappelé ce que Sonia Lupien explique dans son livre, que le corps se souvient toujours plus du négatif que du positif. Et pourquoi? Parce que le négatif, c'est une menace à ta survie. Tandis que le positif, c'est comme « Ah, mais c'est quelque chose qui va bien, mais j'ai moins besoin de me rappeler de ça. » Parce que le but de notre cerveau, c'est de nous protéger. C'est son but premier. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les menaces, souvent, elle dit, quand les gens se couchent le soir, c'est là que toutes les pensées arrivent, parce que c'est là qu'avant de se coucher, on veut se déconnecter, mais là, c'est là que le cerveau fait ting, 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 toutes les menaces qui ont été oubliées durant la journée parce qu'on est occupé, parce qu'on a l'horaire, parce qu'il faut aller chercher les enfants, garderie, blabla, le souper. Là, c'est comme si on n'y pense pas, mais ces menaces-là arrivent justement dans certains moments, puis le corps nous rappelle, le cerveau nous rappelle « Hey! Il y a eu telle chose! » tu sais. Ouais. C'est pour ça. Puis si le trauma est un stress vécu par le corps qui est extrêmement grand, ben, étant donné que la fonction quasi principale du cerveau, ben là, c'est très simple là, de la manière que je l'explique, mais étant donné que c'est si important pour le cerveau de nous protéger, ben, ce qui nous rappelle ces situations-là de stress très grand, ça active en nous des réactions de protection, comme le cœur qui bat plus vite ou la dissociation. Puis, tu sais, pour les personnes qui bégayent, c'est souvent... Ben, un exemple classique de ça, c'est dans une présentation. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Hey, j'ai fait ma présentation, je sais que je l'ai fait, mais j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé. » Ouais, c'est ça, je me souviens plus. J'ai eu un blackout, tu sais. Puis ça, c'est comme... Le stress est tellement grand, ton corps veut te protéger de ça, tu pouvais pas fuir, donc... Il s'est dissocié. T'as comme fui ton corps, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, ben pour plusieurs personnes qui bégayent, il y a des situations de la vie quotidienne. Par exemple, les fameux tours de table, tu sais, quand t'es au travail ou puis là, t'es dans une réunion, puis là, on va faire un tour de table, tu sais. Pour se présenter. Ah ouais, ça, là, c'est mon Dieu. Que tout de suite, t'as une réaction de cœur qui bat plus vite. Ah, je pourrais peut-être faire semblant qu'il faut que j'aille aux toilettes. Parce que ton cerveau et ton corps cherchent à te protéger. Et ça, c'est un indice de danger. Puis ton cerveau se rappelle
de situations du passé où ces situations-là ont été un danger, tu sais, un très, très, très grand stress. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'on se disait aussi, tu sais, le cerveau on reste quand même oui, notre société est avancée et tout, mais quand même, notre cerveau fait pas la différence entre la menace de survie. Est-ce que je suis en train de mourir, là, présentement? Ou là, je vais dire mon prénom en tour de table et la réaction corporelle, physique, que les sensations physiques que le corps a, elles sont les mêmes. T'sais. Fait que la menace, elle est très grande. Comme notre cerveau voit encore ça comme un risque de mort, un risque d'attaque pour vrai, là, tu sais. Et c'est ça, c'est pour ça que... Fait que dans le fond aussi, ce qu'on se disait avec tout ça, c'est le corps fait son travail, en fait. Oui. Tu sais, de remercier son corps aussi pour cette protection-là, de le comprendre comme ça. Je trouve que ça peut dire... Parce que c'est sûr qu'on pourrait avoir des réactions de dire « Ah, comment ça que j'ai fait ça? Comment ça donc? J'ai encore la misère à dire mon prénom dans cette situation-là, tu sais. » Parce que je l'entends souvent en clinique, là, le tour de table. Là. Mon Dieu, c'est tellement une situation qui est souvent très inconfortable, très difficile pour plusieurs adultes. Là. Mais en fait, le corps essaie de nous protéger. Oui. Fait que de le voir comme ça peut être une entrée un petit peu pour un petit peu plus de bienveillance, d'ouverture, de comprendre ce qui se passe. Pour tranquillement, comme on disait à la fin avec l'entrevue de Steve, d'aller chercher des choses qui peuvent apaiser un peu ça, apaiser les réactions émotionnelles ou les pensées, les distorsions cognitives, tu sais, qui arrivent avec en lien avec certains épisodes traumatiques. Puis c'est ça ça me fait penser ce que Raya Goldstein, qui d'ailleurs s'appelle Raya Goldstein-Schuff maintenant, parce qu'elle s'est mariée récemment. J'ai assisté à quelques-unes de ses conférences là, sur le sujet du trauma et du bégaiement, et une des choses qu'elle recommande pour diminuer ces réactions-là de trauma, c'est la pleine conscience. Parce que, justement, la pleine conscience et l'autocompassion, ça permet de rassurer son cerveau. Parce que, comme on a dit tantôt, c'est ton cerveau qui cherche à te protéger. Si tu pratiques la pleine conscience, et d'ailleurs, on a des épisodes sur le sujet, on en a au moins un. On va les ajouter dans les références, mais tu sais, par exemple, il y a des techniques de pleine conscience qui est du grounding, là, je sais même pas comment dire ça en français, mais de revenir à soi, revenir au moment présent. Par exemple, si on revient à cette situation-là de tour de table, la personne dit « Bon, on va faire un tour de table », puis tout de suite, la réaction de stress et de trauma s'enclenche, de se grounder, de revenir à son corps, de, par exemple, se concentrer sur la sensation de ses pieds dans ses chaussures sur le sol, comment je suis assis sur la chaise, c'est quoi les sensations de mon corps assis sur cette chaise, me concentrer sur les odeurs dans la pièce où je suis, me rassurer, remercier mon corps, d'essayer de me protéger, prendre des respirations profondes et lentes. Tout ça envoie des signaux à ton cerveau comme quoi tu es en sécurité. Ouais. Puis, tu sais, souvent, moi, je dis à mes clients, mes clientes, essayez d'écouter les gens qui nomment leur nom. Essayez d'être présent dans le moment présent pour ah, ben ça, c'est... Puis ça, je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, je sais pas lequel, mais ah, ben tiens, on a Roger, on a Maëlie, on a Ginette. Bon, les noms qui me viennent, mais tu sais, de rester dans le moment présent. Puis la respiration diaphragmatique, tu sais, vraiment la respiration du ventre, là. Sonia Lupien en parle beaucoup dans son livre. Ouais. Et ça, vraiment, c'est un type de respiration qui vient enclencher le système parasympathique qui calme, qui dit on est en sécurité. Puis couplé à ça, d'avoir un dialogue intérieur, de dire t'es en sécurité, ça va. T'es en sécurité. De se redire ça pour que le corps revienne avec une respiration plus calme, un battement de cœur plus calme, tu sais. Encore là, c'est ça. Puis c'est des choses qu'on peut pratiquer plus souvent, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, là, ça. Là. C'est pas parce qu'on se dit « Ah, tiens, je vais le faire, ça va marcher. » Mais, tu sais, automatiquement. Mais, tu sais, de quand même de se mettre... Déjà, d'en parler. C'est ça qu'on se disait. Déjà, d'en parler de tout ça, c'est un énorme pas.
de le reconnaître Ouais. dans notre corps, de dire « Ah, tu sais, je ressens ça, j'ai ces pensées-là », de De comprendre de se prendre dans ses bras. Oui, mécanismes-là, de ouais. comprendre, puis moi, tu sais, de se prendre dans ses bras un Ouais. peu, là, vraiment ou métaphoriquement, là, pour se dire notre corps, il fait ça pour nous protéger, tu sais. Ouais. Puis ça me fait penser, ce qui m'aide beaucoup, moi, dans ces situations-là, par exemple, dans le tour de table ou récemment, j'ai participé à un panel, j'étais devant le public, puis le stress a monté, puis j'étais comme... Ah oui, c'est vrai, je peux me rassurer moi-même. Tu sais, j'ai comme consciemment fait ça. Puis une des choses que j'adore me dire, puis ça résonnera pas avec tout le monde, mais je vous invite, vous, à penser à ce qui résonne. Comme, qu'est-ce qui vous rassure, vous? Oui. Moi, ce qui me rassure, c'est de me dire, hey, t'as le droit. Tu peux bégayer autant que tu veux. T'as le droit. Reste présente dans tes moments de bégaiement pendant que ça arrive. Puis peu importe comment tu bégayes, t'as le droit d'être ici. T'sais. Je pense parce que je me suis tellement dit que j'avais pas le droit, que là, j'ai besoin de me le dire. Mais c'est ça, je vous invite vraiment à prendre un temps pour réfléchir. Moi, qu'est-ce qui m'aide maintenant? Puis ça se peut que ça change, tu sais, que ces pensées rassurantes-là changent au fil du temps, tu sais, même. Faut les de savoir essayer. Qu'est-ce qui vous rassure, ouais. Faut un peu les essayer pour voir, est-ce que ça me rassure pour vrai? Des fois, on va se dire, ah tiens, je vais me dire ça. Finalement, ça me rassure pas tant que ça. De se dire, par exemple, que ça va bien aller, mais qu'est-ce que ça veut dire bien, tu sais? Est-ce que ça me rassure vraiment ou je suis en train de me mettre de la pression? C'est ça. Donc ça, ouais, tout à fait, tu sais, fait que... puis on se disait aussi pour la notion de trauma, le fait de s'entourer de d'autres personnes, tu vois, d'entourer d'adultes qui bégayent, de partager des expériences vécues, c'est très puissant, ça. Tu sais, disons, de dire, ben là, dans telle situation, je me suis vraiment sentie mal ou ça a été très difficile. Puis là, d'autres personnes, 3-4 adultes autour de toi disent « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. » C'est puissant, ça. Comme se sentir validé, c'est ça. Se sentir validé face à ce qu'on a vécu, face à ce qu'on a ressenti, face à ce qu'on a pensé, d'être validé par d'autres. Se valider soi-même, en fait, dès le départ, et d'être validé par d'autres, c'est hyper puissant. Puis souvent, on en parlait avant qu'on enregistre, mais tu sais, par exemple, dans les couples où il y a quelqu'un qui bégaye pas, des fois, on se sent pas validé par notre partenaire parce que ben, la personne comprend pas pourquoi ça nous stresse de faire un appel téléphonique qui, pour la majorité des gens, serait simple à faire, tu sais. Puis là, notre partenaire peut dire « Ah, appelle à telle place pour telle affaire », comme si c'était rien, tu sais. Puis là, la personne qui bégaye est comme « Non, mais je peux pas, tu sais, c'est trop de stress, je peux pas appeler pour commander la pizza, je peux, tu sais, pas ce soir, tu sais. » Puis là, l'autre est comme « Ben là, c'est juste un appel pour, tu sais, mais de comprendre ces mécanismes-là, que le bégaiement peut faire ça, tu sais. Pas le bégaiement lui-même, mais ces mécanismes-là. Parce que le trauma, c'est quelque chose de culturel, de collectif, de... Tu sais, c'est pas le bégaiement qui crée ça, mais les réactions du monde autour de notre environnement dans lequel on grandit, puis tout. Fait que je voulais juste faire cette parenthèse-là, mais... Ouais, c'est en lien avec l'environnement, puis c'est ça au niveau de... Tu sais, pour une personne qui bégaye pas, on dirait, j'aurais envie de donner comme message... Truster la personne, mais faire confiance à la personne. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu l'as pas vécu que, hey, y a rien, ben voyons donc, hey, appeler faire un téléphone, hey, come on, tu sais, non, c'est parce que t'as pas l'expérience de, justement, ce qui s'est passé dans le passé pour cette personne-là, pour ton conjointe. Ben, en fait, peut-être que les gens l'ont, puis j'encourage les conjointes à discuter de ça, justement, pour faire comprendre à l'autre qui bégaye pas l'enjeu, l'ampleur, peut-être, de la situation aussi. Pourquoi c'est stressant? T'sais? Mais une personne qui bégaye pas vraiment d'être ouvert face à ça, d'essayer de valider quand même l'autre avec ce qu'elle vit puis ce qu'elle apporte, sans jugement, ne pas juger aussi, parce que tant qu'on vit pas la situation de bégaiement pour vrai pendant plusieurs années, on peut pas vraiment comprendre. Puis ça c'est on dirait que moi je trouve en vieillissant que ça s'applique à tellement d'affaires, tu sais. Tant qu'on l'a pas compris, on le sait pas vraiment. Mais encore là, d'avoir cette posture-là, d'être ouvert, de ne pas juger, d'être bienveillant face à ce qui se passe, d'accueillir l'autre,
c'est la meilleure chose, même si on connaît pas, parce qu'on ne pourra pas tout vivre dans la vie pour tout comprendre, là, mais déjà d'avoir cette posture-là, tu sais, de valider l'autre dans ce qu'il apporte, ça fait déjà un grand bout pour apaiser, justement. Ouais, ça résonne beaucoup chez moi, ce que tu dis sur faire confiance à l'autre, tu sais, puis de demander de quoi tu as besoin maintenant, comment je peux te soutenir, t'aider, tu sais, qu'est-ce qui te ferait du bien dans cette situation-là, plutôt que d'arriver avec notre jugement de qu'est-ce qu'une personne devrait être capable de faire ou pas. Ouais, puis tu sais, pour les conjointes, des fois, ça peut être de ne rien dire, juste d'être là, d'écouter, de prendre la main, de faire un câlin. Tu sais, dans l'expérience humaine aussi, la connexion, là, ça peut apaiser beaucoup ça. Ou de dire peut-être que je comprends pas tout, mais je suis intéressée à ce que tu me l'expliques. Que tu sais, je suis ouverte à prendre le temps de te comprendre puis d'essayer de t'accompagner là-dedans, tu sais, pour qu'un prochain appel téléphonique, ça soit plus facile. Ou tu sais que là, je comprends que présentement, ça ne te tente pas de le faire. Tu sais. Merci beaucoup, Judith, pour cette belle conversation. Et merci à Steve encore. Oui, merci, Steve. Absolument. Un psychologue qui travaille avec les gens qui bégayent, c'est très rare, à ma connaissance, au Québec du moins. Là. Ouais. Ou en tout cas, il y en a, mais on les connaît peu. Alors, un grand merci à Steve et Marie-Ève Letourneau, candidates au doctorat en psychologie clinique, qui ont été nos invités aujourd'hui pour parler de trauma. À bientôt! Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!